terre brûlée au vent des dans de guerre. On chante Sardou maintenant oui. Ah pardon. Oui non, c'est parce que je fais une petite fête de la musique dimanche. Ah oui. J'ai pas envie qu'on m'annule quoi. Ah bah oui, tu mets les chances de ton côté là. Voilà. Là-bas. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 18 juin, à 3 jours de la fête de la musique. Et cette année, le concert qui fait le plus de bruit n'a même pas encore commencé. C'est évidemment celui organisé par la France Insoumise, place de la République. Alors on fait le point sur ça dans un instant. Mais avant toute chose, un tout petit mot parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors une première étape a déjà été franchie. Nous avons dépassé le cap des 3 000 nouveaux donateurs. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Mais la mobilisation doit continuer. À l'approche de 2027, le média, la seule télé indé de France, ne peut pas disparaître. Alors pour nous aider, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Et on retourne au sujet. Depuis une semaine, donc, un vent de panique souffle sur les plateaux télé, dans les états-majors politiques et jusque dans les ministères. On s'étrangle, on s'indigne, on disserte pendant des heures. La raison de cette crise d'ampleur nationale, tenez-vous bien, la France Insoumise organise un concert antiraciste pour la fête de la musique. Eh oui, je sais, c'est terrible. Alors depuis plus de 40 ans, la nuit du 21 juin est consacrée à une seule chose, la musique. Chaque année, le ministère de la Culture en premier chef, mais aussi des collectivités, des entreprises, des associations, des syndicats et même, oui, des partis politiques, ou au moins des sections, organisent concerts, scènes ouvertes et bals populaires aux quatre coins du pays. Rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, le projet de concert de la France Insoumise n'est pas non plus une première, parce que la formation politique a pris l'habitude de ponctuer ses manifs, ses universités d'été ou même ses meetings de concert. C'était encore le cas hier à Strasbourg et tout s'est très bien passé. En 2025 déjà, pour la fête de la musique, elle avait monté une scène sur une petite place, noire de monde d'ailleurs, aux abords du canal Saint-Martin. Entre deux performances artistiques, des élus insoumis étaient montés sur scène assez rapidement d'ailleurs, pour délivrer un message politique. La foule était au rendez-vous, visiblement satisfaite de l'ambiance. Tout s'était bien passé et à l'époque, personne n'avait cru assister aux prémices d'un effondrement républicain. Alors logiquement, cette année, LFI a remis le couvert avec sa formule fête de la musique, avec un peu plus d'ambition cette fois et d'espace surtout, en investissant la place de la République de 18h à minuit avec une dizaine d'artistes annoncés. Eh oui, mais cette fois, changement radical d'ambiance, ce qui n'était qu'une animation parmi tant d'autres l'an passé, est soudainement devenu une affaire d'État en puissance. Dès l'annonce de la programmation, faite en grande pompe dimanche dernier sur les réseaux sociaux par LFI, c'est panique générale chez les opposants. Ariel Veil, le maire PS de Paris-Centre, est l'un des premiers à s'engouffrer dans la brèche, flairant quand même un peu le bon filon. Après tout, ça coûte jamais très cher de cogner sur LFI. Alors il tweet qu'il n'est pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques. Un peu audacieux, vous en conviendrez, quand on sait que c'est un gouvernement socialiste qui l'a mise en place et que le parti ne manque pas de le rabâcher à toutes les occasions pour s'en tirer quelques gloires. On rappelle également que la fête de la musique est évidemment politique, parce que la fête est politique. On peut le constater à chaque rave party dans un champ ou célébration de foot sur les champs. On en a d'ailleurs souvent parlé dans le récap. Le 21 juin ne déroge donc pas à la règle. C'est en théorie un espace de liberté, cette fête de la musique où tout à chacun peut jouer, chanter, y compris des sons engagés dans l'espace public sans trop d'encombre et de déclarations. Mais depuis quelques années, force est de constater que comme tout espace de liberté, il se fait sans cesse ratiboiser et rogner. D'ailleurs, impossible dans ce contexte de ne pas avoir une pensée pour Steve Mayakanisso, mort à Nantes en 2019 après une intervention policière particulièrement intense durant une fête de la musique, alors qu'il lui était simplement
simplement venu danser avec ses amis. Alors après, on peut quand même comprendre que le Parti socialiste, plus ringard que jamais, il faut bien le dire, n'apprécie guère la dynamique insoumise à 10 mois d'une présidentielle. Les voir parvenir à occuper aussi efficacement le terrain culturel n'a rien d'anodin. Mais bon, faut quand même doser un peu comme quand les proches d'Emmanuel Grégoire, le maire socialiste de Paris, déclarent dans Le Monde « Si Reconquête avait voulu organiser un concert de rock néo-nazi au Trocadéro, tout le monde aurait hurlé pour justifier un peu mieux leur panique morale. » Bah oui, tout le monde aurait hurlé. Encore heureux que tout le monde hurle quand il est question d'organiser des événements nazis à Paris. Enfin, tout le monde d'ailleurs. Pas vraiment, justement. Permettez-moi quand même de rappeler que depuis quelques années, les nazis du C9M, eux, ils déchirent très tranquillement dans les rues de la capitale, sous protection policière carrément, et sans que la mairie socialiste ne se décarcasse particulièrement pour les en empêcher. Mais alors, quand il est question d'un concert antiraciste organisé par la FI, alors là, c'est branle-bas de combat au PS, tout le monde s'insurge et se mobilise pour l'interdire. Bravo, la gauche. Alors, les socialistes ne sont évidemment pas les seuls à avoir pris le train en marche. Le CRIF a par exemple sauté dedans avec une certaine délectation. Son président, Jonathan Arfi, a notamment critiqué l'appropriation de la place de la République par LFI, estimant que ce lieu symbolique ne devrait pas être une tribune d'un parti politique. Alors, il y a au moins une manif par jour, 365 jours par an sur cette place. Tu peux pas y foutre un pied sans tomber sur un rassemblement, mais ce jour-là, le 21 juin, sur décision du CRIF, ça devrait soudainement devenir un endroit apolitique, parce que c'est comme ça. Puis toujours selon lui, je le cite sur X, pour LFI, la musique n'est pas une fin, c'est un moyen au service d'un agenda politique, car LFI n'est pas une association culturelle, poursuit-il, c'est un parti politique avec une idéologie populiste qui divise et antagonise les Français. Et c'est marrant, on l'a beaucoup moins entendu sur cet événement-là qui aura lieu ce dimanche à Paris, lui aussi, pour la 3e année consécutive. Cette année, vous avez prévu un événement justement pour la fête de la musique sur le terrain d'Israël. Alors expliquez-nous quel est le programme, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on va faire venir des chanteurs israéliens, des DJ israéliens, des chanteurs franco-israéliens également. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dès qu'on parle d'Israël en France, c'est un acte de résistance. Donc, on passe par la musique parce que la musique rassemble, parce que la musique est festive et parce que les Israéliens, même au plus fort de la guerre avec l'Iran, dans les Miklad pendant Pourim, ont chanté et ont dansé. Donc, on se calque un peu sur ce modèle. On baisse pas les bras en France, donc on s'est dit pourquoi pas tous se réunir et mettre à l'honneur la culture israélienne, la musique israélienne qui est hyper riche, qui vient du monde entier et qui a quand même sa spécificité et un son bien particulier. Donc on va privatiser la place Victor Hugo à Paris et on va tous se réunir pour un grand moment festif de 17h à 21h. Dans ce climat d'emballement politico-médiatique un peu absurde, la préfecture de Paris a fini par trancher et décider que le concert de la France Insoumise serait interdit. Et les raisons évoquées sont absolument lunaires, il faut quand même le dire. La préfecture justifie son interdiction, notamment en raison de la présence de personnalités dites controversées. En l'occurrence, les rappeurs Medine et Sosomanes sont cités, ainsi que le comité Adama et sa fondatrice Assa Traoré. Mais tenez-vous bien, pas une seule des personnes citées ici ne figure à la programmation de la fête de la musique insoumise. Aucune, pas une seule. On marche tout bonnement sur la tête. Mais peu importe, la réalité, très facilement vérifiable en 2 clics sur Internet, tout le monde fonce tête baissée, quitte à en perdre toute forme de crédibilité. Écoutons par exemple le ministre Benjamin Haddad. Mais pas quand cette manifestation peut représenter un trouble à l'ordre public. Hier, il y a eu à peu près la même chose à Strasbourg, il n'y a pas eu de risque. Mais pas quand vous voyez des invités. C'était la même chose à Strasbourg hier soir, il y avait les mêmes invités. La question aurait pu se poser aussi à Strasbourg. Il n'y a pas eu de problème. C'est le préfet, il est en charge de faire respecter l'ordre public. Et quand vous avez des chanteurs, quand vous avez des artistes qui ont tenu par exemple des propos antisémites sur Rachel Kahn, qui promeuvent la violence, eh bien effectivement la question se pose. Et à un moment, moi je vois que la France Insoumise aujourd'hui fait de son projet, ce qu'on appelle la Nouvelle France, un projet au fond d'effacement de notre identité. Alors derrière tout ça, il y a évidemment tout un argumentaire de la préfecture de police autour du risque de troubles à l'ordre public.
comme à chaque fois qu'on veut interdire un événement du reste, c'est assez pratique. En revanche, dans ce cas de figure, l'arrêté cite explicitement l'approche de la prochaine élection présidentielle, l'année prochaine, dans 10 mois, comme facteur aggravant de risque de troubles. Alors pour le coup, c'est quand même une première, il faut le dire, et un précédent assez inquiétant pour nos libertés publiques. À ce rythme-là, on pourrait très vite se retrouver avec un État qui interdirait tout bonnement tout événement politique en période électorale au nom de l'ordre public. Peut-être sauf les meetings de Gabriel Attal, allez savoir. Remarquez, il n'y a sûrement que comme ça qu'il réussirait à nous faire un score à 2 chiffres, celui-là. Alors comme on n'a pas encore eu assez de quoi s'énerver, je trouve, dans cette chronique, et de s'alarmer sur la dérive autoritaire de notre pays, je vous propose d'écouter la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, donnant son avis pertinent, évidemment, sur la question. La préfecture de police de Paris est dans son rôle. Elle constate des risques de troubles à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos mais qui, pour la plupart de ceux qui sont évoqués par la préfecture de police, ne seront pas sur scène. Des forces de l'ordre. Il y a plus d'une 50aine de zones pour, encore une fois, nos policiers à sécuriser. Moi, je les remercie du travail qu'ils vont faire dans des conditions qui, pour des raisons d'affluence, pour des raisons météorologiques, ne seront pas faciles. Et donc, je crois qu'ils font un travail encore une fois essentiel donc, pour l'ensemble, pas le lieu, pas le jour, pour l'ensemble de la population. Et on voit bien dans la réaction de la France insoumise qu'ils sont encore dans une stratégie de conflictualisation de toutes les décisions, y compris lorsqu'elles sont prises par des représentants de la République. Le préfet de Paris fait un travail absolument remarquable. Ils ont fait appel de cette décision. Il prend, et c'est tout à fait leur droit, il prend cette décision pour protéger les Parisiens, pour permettre à ce que ces festivités, parce que c'est d'abord un moment festif, se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis, vous voyez, quand je lis hier la réaction de Jean-Luc Mélenchon et que je vois dans ce tweet qu'au fond, à la fin, le responsable, c'est le président du CRIF, je vois qu'on retombe quand même dans ces vieux travers. Ah là, c'est le bingo complet, on a tous les mots-clés. Face à cette déclaration de la porte-parole du gouvernement, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a dénoncé ces propos de la ministre, qui l'accuse de mentir allègrement sur les invités controversés, évidemment, mais pas seulement. Il souligne que si on devait appliquer la logique de cet arrêté en interdisant les artistes dont les propos déplaisent au gouvernement, il faudrait faire annuler tous les concerts avec du Renaud, du Brassens ou du NTM. Et peut-être les remplacer par des louanges à Emmanuel Macron, c'est sûr que ça passerait mieux. Sur les accusations d'antisémitisme, Manuel Bompard rappelle que le CRIF a assumé publiquement son objectif de rendre résiduelle l'influence politique de LFI. Il ajoute que l'antisémitisme, c'est ce que fait Madame Bréjon en reliant sa prise de position à son identité, alors qu'elle s'inscrit dans une démarche purement politique. Et il termine en affirmant que LFI ne présente aucun problème de trouble à l'ordre public, s'appuyant notamment sur le récent meeting de Jean-Luc Mélenchon, réunissant 26 000 personnes à Saint-Denis sans aucun incident. Mais autant dire que Manuel Bompard, il se bat contre des moulins à vent à ce stade. Assurément, le recours devant la justice que le mouvement politique a annoncé déposer fera plus d'effet. Il y a quand même peu de doute que la justice jugera que l'arrêté préfectoral est illégal. En attendant, la petite musique se répand encore, et le signal est plutôt clair pour LFI. Rien ne leur sera jamais épargné. Et je vous glisse une petite info avant de continuer avec le reste de l'actualité. Le 24 juin prochain, le média passera devant l'Arcom dans le cadre de sa candidature à la TNT francilienne. Alors d'ici là, notre objectif est d'atteindre 5000 donateurs mensuels et de nous présenter avec la communauté la plus forte possible derrière nous. Si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Et puis, rappelez-vous, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Et c'est une victoire pour la liberté de la presse. Le tribunal administratif donne raison au journaliste de Politis, Maxime Sirvins. Après avoir été privé de son accréditation pour couvrir le salon de l'armement Eurosatori, la justice a ordonné au ministère de l'Intérieur de lui délivrer son accès. Elle a estimé que cette décision portait une atteinte grave et illégale à la liberté de la presse. Et pour cause, lors de l'audience devant la juge des référés, le représentant du ministère de l'Intérieur
l'Intérieur a dû préciser les raisons qui l'ont poussé à interdire Maxime Sirvins de couvrir le salon. Et c'était assez lunaire, une fois encore. Il estimait que son travail de journaliste, à savoir couvrir les mouvements sociaux ou enquêter sur le domaine de l'armement et du maintien de l'ordre, est un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, voire à la sûreté de l'État. Je vous l'avais dit, c'est lunaire. Alors Maxime avait été initialement accrédité pour couvrir ce salon. Il a ensuite reçu dans un deuxième temps un mail pour lui indiquer qu'il était persona non grata de l'événement et s'est vu désactiver tout bonnement son badge d'accès. Alors il y a quelques jours, on le recevait ici aux médias pour qu'il nous raconte son histoire. L'incompréhension est totale. C'est pas la première fois que je vais à Eurosatory. J'étais allé en 2022 déjà. J'étais déjà allé à Milipol, qui est un équivalent, mais juste de la sécurité intérieure. Je comprends pas ce qui se passe. Je vois que j'ai d'autres collègues qui sont à l'intérieur et pour qui il n'y a pas de souci. Aucun autre collègue apparemment n'a eu le même problème que moi. Donc mystère. Donc forcément, avec ma rédaction, on contacte le service presse du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police de Paris. Pas forcément des réponses très claires, on ne sait pas, on cherche, puis depuis aucune information. Alors forcément, je me suis posé plein de questions pour essayer un minimum de comprendre. Je suis les mouvements sociaux, le matériel qu'on retrouve dans les manifestations en France et à l'étranger, entre autres via Politis ou via mon site maintiendelordre.fr. J'ai été plein de fois en contact avec des forces de l'ordre, mais aussi j'ai couvert énormément de mouvements, les manifestations pour les retraites, les gilets jaunes, avec les soulèvements de la terre. Dans le cadre de mon activité à Politis, j'ai fait plusieurs entretiens, portraits, visites de prison de militants palestiniens et autres. C'est pas du tout quelle est la motivation qui a justifié l'interdiction, si c'est une fiche S, si c'est un risque de trouble à l'ordre public. J'en ai aucune idée, je sais juste que ça m'empêche de faire mon travail. Et rassurez-vous, le média a contacté Maxime ce matin, il était bien à Eurosatory. Son badge a bel et bien été réactivé. Bravo Maxime. Après avoir recouvert dans la matinée du mercredi 17 juin le théâtre du gymnase Maribel d'affiches et de tags, les militantes de Nous Toutes sont revenues dans la soirée même pour dénoncer la présence d'Edouard Baird et d'Atmen Khelif sur scène pour leur première représentation qui se déroulait ce mercredi soir. Lisa Noyal et Marjolaine Legrand, nos reporters, étaient présentes sur place pour couvrir l'action et recueillir le sentiment des militantes. Les militantes Nous Toutes ont organisé un rassemblement devant le théâtre du gymnase pour dénoncer la présence de 2 agresseurs dans la pièce Cyrano de Bergerac. Le premier, Edouard Baird, qui est accusé par au moins 6 femmes d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Et le deuxième, c'est Atmen Khelif, qui a été condamné pour violence conjugale. Mais aussi, nous, on est en contact avec une personne, une victime, qui a déposé plainte pour viol, qui a abouti à un non-lieu pour cause de prescription. On rappelle, la prescription n'est absolument pas un synonyme d'innocence. Et donc nous, on est là pour rappeler que depuis les mobilisations et les actions qui ont été menées contre Patrick Bruel jusqu'à aujourd'hui, les féministes, elles ont un message clair qui n'a absolument pas changé. Nous dénonçons l'impunité. Nous allons continuer à mener des actions contre les agresseurs, à porter la parole des victimes. Le mouvement féministe, on voit qu'il est là, qu'il est fort et qu'il est déterminé. On a aussi une mobilisation massive des citoyennes et des citoyens qui commencent à réagir aux violences sexistes et sexuelles de la société. Donc nous, tant que les agresseurs monteront sur scène, nous, on sera là pour les interrompre. Alors un homme a tenté de venir perturber cette action sans succès. Les défenseurs d'Edouard Baird ont aussi argué que les militantes finiraient par s'essouffler à force de crier, ce à quoi elles ont répondu que la lutte allait continuer. Et comptez sur nous pour continuer à la suivre. Comme un symbole, Donald Trump a signé ce jeudi matin à Versailles le mémorandum sur l'accord avec l'Iran. Le texte du protocole d'accord avait quant à lui été préalablement signé par le président américain mercredi soir, ouvrant ainsi la voie à 60 jours de négociations en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban. Ce même protocole d'accord prévoit notamment la levée progressive des sanctions américaines contre l'Iran, ainsi que des restrictions sur la circulation maritime dans le
détroit d'Ormuz et stipule que l'Iran ne produira jamais d'armes nucléaires. Des détails sont également ajoutés dans le texte final, notamment sur la gestion des stocks de matières enrichies de l'Iran, ainsi que sur les modalités de transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. En Afrique du Sud, la pression contre les migrants continue de monter. Depuis plusieurs mois, des groupes anti-migrants organisent des manifestations et exigent leur départ, les rendant responsables notamment du chômage et de l'insécurité dans le pays. Ils ont fixé un ultimatum au 30 juin, date à laquelle ils veulent voir toutes les personnes en situation irrégulière quitter le pays. Sur le terrain, cet ultimatum s'accompagne évidemment de violences. À Durban, notamment, des milliers de migrants, principalement originaires du Malawi, ont fui leur quartier après des menaces et des agressions physiques. Certains racontent avoir été attaqués à la machette. D'autres vivent désormais dans des camps de fortune, dans la peur de nouvelles représailles. Le président Cyril Ramaphosa met en garde contre la stigmatisation des personnes migrantes, rappelant qu'ils et elles ne sont pas responsables des difficultés économiques du pays. Les Nations Unies, quant à elles, alertent aussi sur une recrudescence des violences et parlent d'événements profondément bouleversants. Reste une grande inconnue. Que se passera-t-il après ce fameux 30 juin ? Les groupes anti-migrants n'ont pas précisé leurs intentions si leur ultimatum n'est pas respecté. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Souvenez-vous, pour nous aider, une seule adresse, cap-sur-10k.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. D'avance, un grand merci à vous et une très bonne soirée sur le Média.